Une toute nouvelle version de ChatGPT, la version GPT 5.3 Codex vient de sortir et Sam Altman l'a annoncé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la déployer et on va parler de toutes les nouveautés qui sont arrivées sur l'interface de ChatGPT et OpenAI. La version GPT 5.3 change tout dans le mode de fonctionnement. Tu vas pouvoir l'utiliser sur ton ordinateur, dans une interface et je vais te montrer comment on va s'en servir dans Windows. Pour ceux qui sont sur Mac, ça sera encore plus facile. Voici l'interface et à quoi elle ressemble. C'est une révolution parce que tu vas pouvoir travailler avec tes fichiers sur ton ordinateur avec ChatGPT. Imagine, tu es DRH, tu traites toute la journée des CV, des documents, des offres d'emploi et tu voudrais automatiser cela avec GPT 5.3 Codex. On peut utiliser donc le modèle pour travailler, pour lui déléguer des tâches automatisées et c'est ce qu'on va apprendre à faire dans l'interface. Ce que tu faisais jusqu'à maintenant, tu posais une question à ChatGPT, par exemple, donne-moi des conseils pour écrire un CV et tu attendais une réponse immédiate. Ce mode de fonctionnement est à oublier. Ce mode de fonctionnement, c'est un mode qui est dit de complétion. On est passé aujourd'hui sur un système agentique. ChatGPT 5.2 était déjà un système agentique. On pouvait donc lui confier des tâches pendant plus de 40 minutes, voire 1 heure de travail. Pour ceux qui ont utilisé des agents IA comme Manus, le modèle effectue une liste de tâches. Avant d'exécuter, le modèle est capable de savoir ce qu'il a à faire, le programme, et l'exécute en autonomie. Et c'est exactement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ChatGPT, la version 5.2 et bien sûr avec 5.3 et Codex. Je te montre. ChatGPT 5.2 dispose de 2 types de mémoire et dans l'interface chat, tu as la possibilité de générer en fait des listes d'actions comme un agent IA. Et à chaque étape, le modèle avance et il travaille de manière autonome. C'est ce que j'ai montré dans d'autres vidéos que je vais mettre en description, la possibilité de déléguer des tâches métiers complètes à l'IA. Et aujourd'hui, cette capacité, on peut la faire exécuter directement à partir de notre ordinateur. Le modèle repère les étapes, vérifie chacun des statuts, met à jour le statut du travail, avance, progresse. Bref, c'est un agent IA comme les Manus ou encore Genspark. On peut donc utiliser Codex pour effectuer du vrai travail, celui que tu fais tous les jours au bureau. Alors, si tu te sens perdu, c'est normal. La manière en fait de prompter est différente et on est vraiment sur l'utilisation d'instructions système. J'en parle régulièrement dans mes vidéos et c'est pour ça que j'ai fait des formations qui sont dédiées. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que notre manière de travailler a complètement changé. Ce qui va changer, c'est qu'on va donner des instructions aux IA pour qu'elles effectuent du travail à notre place. Et je vais te montrer comment on va aujourd'hui installer Codex sur ton ordinateur. Dans les mises à jour de ChatGPT, tu as la fonction Codex. En cliquant dessus, tu vas atterrir avec une interface paramètres. Dans ces paramètres, tu peux rechercher les fonctions générales. Ça correspond à des custom instructions. Pour le moment, on les modifie pas, mais tu sais que si tu veux changer le comportement de ton codex, c'est ici qu'il faudra donner les prompts au système. Ensuite, quand il va rédiger du code, tu peux choisir d'avoir les modifications en format unifié ou en format split. Alors pour le moment, ça va pas te parler, mais je te montre ce que ça fait. Chaque fois qu'il va intervenir, tu vas avoir donc les modifications soit qui vont se faire de droite-gauche, soit de façon verticale, comme dans les séquences qui sont ici. Dans la section utilisation, tu vois combien il te reste de tokens toutes les 5 heures avec un crédit hebdomadaire. Alors pour le moment et pendant un mois, OpenAI a doublé les crédits, donc on peut l'utiliser quasiment à fond. Je suis pas arrivé au bout des tokens en plusieurs heures et ça ne coûte pas plus cher. Avec ton même abonnement, tu es capable de travailler sur ChatGPT et en plus de lancer Codex à côté. Donc honnêtement, c'est tout bénef. Pour le moment, Codex et ChatGPT 5.3 sont réservés au plan payant. Alors pour faire des économies, moi je l'ai pris sur cette interface. Dans la section AI Tool, j'ai pris un plan soit ChatGPT Pro, soit un ChatGPT Plus et ça m'a permis d'obtenir Codex et de faire au passage une économie. Si tu trouves pas le lien, je l'ai mis dans la formation Découvrir les bases de l'IA et support de cours YouTube. Tu cliques dessus et tu retrouveras toutes les infos avec toutes mes astuces pour optimiser tes abonnements et les conseils pour utiliser l'intelligence artificielle. Maintenant que tu as ton compte ChatGPT+, je vais te montrer comment est-ce qu'on va installer Codex sur Windows. Ceux qui disposent d'un Mac, il suffit d'installer l'interface de chez Codex App, mais ceux qui sont sous Windows doivent par contre installer Visual Studio Code. Je te mettrai les liens dans la description juste en dessous. Ça te permettra de retrouver tous les liens si tu en as besoin à la fin de la vidéo. Sinon, tu appuies sur pause et tu vas télécharger et tu vas prendre en fonction de ton interface soit Windows, soit Linux.
Pour cette partie, je vais aller plus lentement pour permettre à chacun d'installer les interfaces, les configurer et prendre connaissance de l'interface de Codex. Pour ceux qui sont donc sous Mac, vous installez le Codex et vous vous référez à la documentation OpenAI Developer pour la configuration. Pour ceux qui veulent aller sur PC, on va donc installer Visual Studio, comme je vous l'ai dit. On va sur la page, on va télécharger, décompresser, installer et configurer et rentrer l'activation. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, vous installez tout simplement. Dans l'interface, vous installez Codex qui apparaît normalement juste au-dessus, sinon vous le tapez au niveau de la référence. Une fois que Codex est installé, en cliquant dessus, il va se déployer et maintenant, on va pouvoir le configurer. Donc la configuration, c'est que vous allez en fait synchroniser Codex de VS Code qui est sur votre ordinateur avec votre interface personnelle. Vous allez simplement cliquer sur soit Sign Up avec ChatGPT. Donc dans ce cas-là, vous allez connecter votre interface ChatGPT avec l'interface Codex VS Code. Et on a une deuxième possibilité. Vous avez vu à un moment donné qu'il y avait une clé API. Donc vous pouvez ne pas avoir de compte plus, mais mettre une clé API et vous êtes uniquement facturé lorsque vous servez de Codex. Dans la configuration au niveau de Codex, on a le choix dans différents modèles du GPT 5.2 Codex avec différents modèles de raisonnement. Et pour pouvoir activer son fonctionnement, il faut créer un répertoire. Alors, il faut activer le sandbox, donc il va vous le dire, vous activez le sandbox, vous activez le répertoire, et ensuite vous avez accès aux différents modèles, Medium, High, Extra High, et bien sûr GPT 5.2 au passage, avec les différentes interfaces de configuration. Pour pouvoir le faire fonctionner, comme je vous ai dit, il faut créer donc un répertoire. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. Premièrement, on active la partie IDE contexte. On a la possibilité, vous allez voir, de avoir un menu déroulant dans lequel on peut faire soit de l'analyse de code, soit par exemple des corrections de feedback, soit des connecteurs MCP. Pour les connecteurs MCP, par exemple, moi je vous ai déjà montré sur les interfaces RUB. Dans RUB, vous pouvez simplement créer une clé API. Vous avez 5000 crédits qui sont utilisables. Vous cliquez sur le bouton clé API. Vous avez 5000 crédits, vous les installez et c'est un serveur sécurisé, différemment de la plupart des systèmes qui sont des systèmes non sécurisés. Celui-ci est sécurisé. Après, vous pouvez installer ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que les MCP, c'est quand même un système qui permet également de lire vos données. Donc, si un serveur est mal configuré, on peut rentrer de l'extérieur dans votre ordinateur et dans tous les documents que vous possédez. Donc, les MCP vont permettre de connecter les interfaces. Donc, dans l'interface MCP, vous avez Codex Setting qui se trouve en haut à droite et c'est ici que vous allez rentrer par exemple le nom et pour être plus précis, vous allez mettre la section HTTP et c'est ici que vous allez mettre en fait l'URL de la connexion MCP. Je vais vous montrer donc où ça se trouve. L'URL est juste notée ici rub.app/mcp. C'est ici que vous allez mettre. Vous mettez votre adresse, le endpoint et votre clé que vous allez générer donc dans l'interface API Key et ça vous permet donc de connecter ChatGPT 5.3 et ChatGPT 5.2 et Codex avec le serveur MCP de votre choix qui peut être le vôtre, gratuit ou payant. La grosse mise à jour effectivement de ChatGPT, c'est qu'ils nous ont mis plus d'une centaine d'interfaces MCP de manière native. Donc aujourd'hui, ChatGPT, c'est un système complet. Ça devient une interface de travail. C'est un agent IA. Il faut savoir que ChatGPT 5.2, c'est un agent IA. Il y a eu énormément de formations pour vous vendre des agents IA, mais je pense que la plus grosse erreur qui a été faite, c'est de vous faire croire que les gens allaient avoir besoin d'acheter des services externes. Ce qui va se passer, et ce qui est déjà le cas aujourd'hui, c'est qu'on a des interfaces qui sont déjà des interfaces agents IA multimodales. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, en fait. Il faut simplement apprendre à les configurer, à les utiliser, parce que chacun d'entre nous va avoir des usages différents. Et comme les modèles évoluent et que les besoins évoluent, il faut que vous appreniez à les configurer. Aujourd'hui, ça devient une nécessité. Voilà. Comme je vous l'ai dit il y a déjà un an, moi je vous avais dit, il faut que vous appreniez à utiliser les agents IA. Moi, c'était il y a un an. Alors, vous avez des formations qui sortent maintenant en vous expliquant les agents IA. Moi, je vous le dis déjà, il faut que chacun, chaque particulier, chaque personne apprenne à configurer une interface. Et là, c'est le cas. Donc, on connecte un MCP de chez Notion. Il suffit de cliquer « Activer ». C'est assez simple. Hein. Vous sélectionnez votre compte, vous faites « Continuer ». Et maintenant, on est connecté en lecture sur Notion. On peut fermer la fenêtre d'authentification. Et c'est aussi simple que ça. Et quand vous allez demander de lire un document sur Notion, il suffira juste de mentionner l'interface. Et c'est directement validé dans l'interface Codex.
Je vais parler des fonctions MCP de OpenAI et de ChatGPT. Ce sont des fonctions qui sont dites de fetch, de search et de retrieval. C'est uniquement de la lecture. On n'a pas des fonctions d'écriture. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin d'avoir des fonctions d'écriture, il faut passer par d'autres serveurs que ceux officiels de OpenAI. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le serveur de Rub. Si là je veux utiliser ma boîte Gmail, je peux retrouver, lire des emails, faire de la recherche, identifier des métadatas, mais je ne peux pas envoyer d'informations. Donc pour ceux qui veulent complètement automatiser leur travail, il faut passer à un moment donné par un système qui soit à la fois en lecture et en écriture. Et pour le moment, utilisez par exemple le serveur de Rub, vous avez 5000 crédits qui sont utilisables. Quand vous les avez terminés, vous allez qu'à ouvrir un nouveau compte, ou encore vous prenez un abonnement et puis voyez si vous voulez créer votre propre serveur MCP au passage. Maintenant, on va s'intéresser à la configuration de notre interface VS Code. Un petit tour rapide de l'interface VS Code qui n'est pas évidente à comprendre au premier coup d'œil. Sur le menu supérieur, vous retrouvez les fichiers que vous allez écrire et créer. Ici, c'est les éléments de recherche. Dans la section extensions, vous allez pouvoir télécharger des extensions pour pouvoir ajouter des fonctionnalités au logiciel. J'ai installé une autre extension qui s'appelle Klein. On fera une autre vidéo pour vous en parler. Ensuite, j'ai installé le codex. Et pour pouvoir le faire fonctionner, vous avez les paramètres avancés où vous configurez vos interfaces. Dans le fichier config, vous retrouvez le modèle que vous êtes en train d'utiliser, qui se retrouve en bas à gauche. Et vous pouvez à la fois utiliser bien sûr GPT 5.2 ou Codex avec différents niveaux de raisonnement et la confirmation de l'activation des serveurs MCP. On a la possibilité de le faire travailler soit en local, soit dans le cloud. Donc on va travailler sur des espaces sur l'ordinateur. Et on a ce qu'on appelle les crédits restants qui nous indiquent combien on a consommé au niveau de nos crédits. Et en cliquant sur le lien, vous avez les détails des consos. Au niveau mode de fonctionnement, il y a ce qu'on appelle le Run Sandbox. C'est ce que je conseille de faire, c'est-à-dire que quand vous allez exécuter Codex ou ChatGPT, comme il va avoir accès à votre ordinateur, il faut créer un environnement sécurisé et limité. On ne donne pas le plein accès à tout votre disque dur. En tout cas, sauf si il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent être, par exemple, écrasés ou effacés par erreur. Ce qui est déjà arrivé avec l'utilisation de Claude, par exemple, qui avait effacé un serveur entier. Sinon, vous avez la possibilité de désactiver et de le mettre en mode complètement full access. Il aura donc accès et sera quasiment en mode autonome. C'est chose que je déconseille. Dans l'interface, vous avez les historiques de vos échanges avec toutes les tâches que vous avez créées, les tâches que vous avez envoyées éventuellement dans le cloud si vous avez des informations dans le cloud, et les tâches locales, celles que vous retrouvez sur l'interface. Quand vous voulez recommencer une nouvelle discussion, vous avez le bouton « Nouveau » qui se situe. Alors le point assez intéressant avec l'installation, c'est que vous avez déjà en fait ChatGPT, GPT 5.2, GPT 5.3, qui a déjà toutes les fonctionnalités, la connexion à Internet, l'analyse d'images, c'est ce que je vous montrais dans ce test. Donc pour l'exemple, on va prendre un système à GPT 5.2 avec un raisonnement faible, et avant de poser une quelconque question au modèle, c'est important que vous créez un folder. Donc vous êtes dans la partie Explorer, vous allez cliquer sur plus, et vous allez donner un nom à votre folder, on va l'appeler Image, et donc on va travailler à partir de ce folder. Si vous n'avez pas créé de folder, Codex et ChatGPT ne vont pas se lancer pour pouvoir exécuter les tâches. À partir de maintenant, on va retourner sur la partie de Codex. Donc je vais relativement lentement pour que chacun puisse prendre le temps de comprendre les choses. Et on va donner donc des instructions. On va ajouter des images. Donc ce sont des images d'analyse de ChatGPT 5.2. Et je vais vous montrer une chose. Si je mets autant d'images dans l'interface de ChatGPT, chose qu'on va faire juste après, j'ai 11 images au total et je vais lui demander de les décrire. Et là, vous avez en fait le modèle qui se lance et qui va m'analyser toutes les images une par une. Et on peut aller en fait beaucoup plus loin. On peut créer ce qu'on appelle des prompts systèmes de planification. Le fonctionnement de Codex, c'est qu'il va systématiquement vous demander d'éclaircir votre objectif. Donc, il va reformuler mon prompt système pour être sûr des actions à mener de manière autonome. Et je vais vous montrer un exemple dans lequel vous avez un code erreur lorsque vous n'avez pas créé de folder. Si je donne donc une instruction et que je clique, vous avez un message d'erreur. Donc c'est là que je vous disais, vous allez sur Explorer, ouvrir un répertoire ou créer un répertoire, et c'est là que vous créez votre répertoire image, et à partir de là, vous allez pouvoir exécuter donc les instructions. Donc on reprend, j'envoie le prompt au système, j'envoie mes dizaines d'images, le modèle va reprendre les instructions, me demander confirmation, et ensuite exécuter la tâche, et analyser toutes les images que je viens de lui donner. Alors qu'est-ce que ça change? Dans le cas précis, j'ai envoyé 12 images.
Si je fais la même chose avec ChatGPT, eh ben, on n'a pas la possibilité d'envoyer plus de 10 images. Donc, on peut envoyer tous les fichiers nécessaires avec des tâches séquentielles et laisser l'IA travailler. C'est ça aujourd'hui l'idée qu'il faut arriver à avoir en tête. Et le prompt que vous allez donner va permettre au modèle de comprendre quels sont les objectifs et les étapes que vous voulez atteindre pour chacune des tâches. On va passer un niveau au-dessus en termes de technique. Et maintenant, on va créer un prompt système avec la possibilité de ChatGPT 5.2 ou de GPT 5.3 Codex d'analyser des tâches travail. Et pour ça, on va avoir besoin de créer un prompt système. Donc l'objectif, c'est d'analyser différents CV, de les comparer et d'avoir des métriques d'analyse. Et l'IA va travailler donc à notre place comme si c'était un DRH qui sélectionnait des CV. On a parlé tout à l'heure des paramètres et des prompts instructions personnalisées, mais dans le cas précis, je vais vous montrer comment on va créer en fait un système à l'intérieur de Codex pour qu'il soit capable de lire, d'écrire, de mettre à jour les fichiers. Première étape, on va commencer par une nouvelle discussion. On va créer un nouveau répertoire et je vais appeler ce répertoire système, c'est simplement pour pouvoir l'identifier au niveau de ChatGPT Codex. On bascule en mode Codex en fonction intermédiaire, ça suffira pour l'exemple. Vous allez donner au prompt cette instruction ici qui indique au modèle, tu vas créer dans le répertoire de Windows un nouveau répertoire système dans lequel tu vas mettre le fichier système et on va lui donner donc les sections système dans lesquelles vous lui demandez de créer deux fichiers. Les deux éléments de fichier, c'est le planning.md et context.md. Automatiquement, ChatGPT Codex a créé donc le fichier à l'intérieur avec les instructions de fonctionnement du modèle. Il sait maintenant qu'il a un mode de fonctionnement. Et la deuxième étape pour créer un système automatisé, c'est lui indiquer qu'il va se comporter en fonction des paramètres système et qu'il va maintenant générer un fichier d'échange qui va s'appeler planning.md et context.md. Et c'est là que vous allez lui donner les instructions. Qu'est-ce qu'il a à faire? Dans la formation Le meilleur de l'IA, devenez certifié en 15 jours avec le prompt engineering et les diplômes Google. C'est une mise à jour constante. Tous les mois, tous les 2 mois, vous avez des mises à jour incluses dans cette formation. Aujourd'hui, la formation vous permet de développer vos premiers chatbots, de créer du chatbot qui répond au téléphone, de coder des applications, de travailler au bureau, de générer de la vidéo, de générer de l'image, d'apprendre à automatiser sur Codex, à déléguer des tâches métiers à Manus, à Genspark, à ChatGPT, à Gemini, à déployer des IA en local. Et si vous partez de zéro, vous avez 15 IA préconfigurés qui vont vous aider dans le secrétariat, dans l'administratif, dans la productivité, et tout ça avec les mises à jour inclus. Alors pour ceux qui ont pris la formation il y a 1 an, ils ont payé moins cher, parce qu'il y a 1 an, il y avait moins d'informations dans la formation, elle ne faisait plus que 30 heures à l'époque. Aujourd'hui, on est à 70 heures de formation, donc ceux qui la prennent maintenant sont sûrs de ne pas avoir d'augmentation de prix par la suite. Voilà, vous savez tout sur la formation. Donc, dans l'idée qui est présente, c'est qu'on va analyser donc des CV et donc on va se calquer sur le travail d'un DRH. Et au moment, en fait, on va lui donner les indications. Si le prompt est ambigu, il va nous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il va demander une précision. Et Codex demande très souvent la confirmation avant d'agir, surtout quand il l'efface ou quand il va créer des fichiers. Là, il reprend les instructions, il me dit, vous voulez que je crée les actions avec les fichiers d'échange. Alors, à quoi servent les fichiers d'échange? Donc là, je lui réponds oui. Il va donc créer les fichiers à l'intérieur du répertoire système. Les fichiers d'échange sont un système de mémoire. On vient de créer en fait des fichiers de comportement. Ça, c'est le système prompt, comment se comporte le modèle de manière générale. Et ensuite, pour la tâche qu'il a exécutée, il va disposer d'une mémoire de lecture, d'écriture, qu'il va pouvoir mettre à jour. Voilà, ça c'est les plannings d'action, comment il va se comporter. Et ensuite, un fonctionnement de contexte. Au fur et à mesure que la discussion va évoluer, il va sélectionner des informations qu'il va mettre à l'intérieur des sections contexte. Et voilà, là il a mis à jour toutes les informations à l'intérieur. Et là, vous êtes en train de convertir Codex en un système de bureau qui va être capable de prendre des tâches, de les exécuter, de faire un planning. Et je vais vous montrer par exemple, voilà, la situation. Là, ce sont des tâches à faire. Ça, ce sont des tâches à exécuter qu'il a compris qu'il doit exécuter pour un travail de DRH. Je vous donne des exemples. Il doit identifier les documents, leur attribuer une identification, qualifier le type de fichier, parce qu'il peut lire, comme ChatGPT, il peut lire les PDF, les Word, les images, se connecter à Internet, faire des recherches. Il peut extraire les informations, il va faire de l'OCR, et donc il va extraire toutes les informations nécessaires, et ensuite on va lui demander de calculer des scores. Donc il faut faire des matrices de calcul dans le système,
pour analyser les CV et établir des critères objectifs qui vont nous permettre de comparer les candidats que le DRH va devoir choisir. Donc ça, c'est la base des fonctionnements des automates. Maintenant, on n'a plus qu'à lui demander d'analyser les CV, on lui lance l'information, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter en fonction des paramètres du prompt system et des tâches qu'il a analysées, chacune des tâches les unes après les autres. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous demander confirmation, on a bien 2 CV, et de continuer, et il va exécuter donc étape par étape, voilà, et il va mettre à jour les fichiers d'échange, et il va basculer ensuite progressivement les éléments d'écriture, c'est ce qu'il est en train de faire. J'identifie les documents, j'attribue un ID, je continue l'analyse des CV, et il a terminé, donc il a mis à jour les fichiers. Donc nous, on va juste faire une update, on va rafraîchir la page en cliquant sur Planning, et vous avez un arrêt à l'étape numéro 1.2 où il nous dit « Le prompt demande au minimum 3 CV ». Alors on va lui confirmer qu'on n'a que 2 CV, on le confirme. Ça c'est très intéressant parce que ça vous permet, j'avais parlé dans d'autres vidéos de ce qu'on appelle les logs. Ça permet en fait de suivre à quel moment il peut y avoir un élément qui fait que le modèle hésite dans une action et donc l'humain peut intervenir pour permettre à l'IA de prendre la bonne décision. Ce sont les boucles homme-machine. C'est aujourd'hui vers quoi on va tendre en termes d'interaction. Tout est conçu sur ces modèles-là. Et ce qu'on utilise, en tout cas ce qu'on voit sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on va faire en entreprise et comment on travaille. Parce que là, on transmet des vraies tâches de boulot où ça peut être des comptes rendus d'analyse, où ça peut être des documents juridiques. Et le modèle va travailler. Autant de crédits vous avez, autant de temps l'IA va rester. La même chose qu'on a avec Manus, mais on l'a aujourd'hui avec ChatGPT. Donc là, l'IA est en train de mettre à jour, analyse tous les CV, extrait les informations en fonction de chacun des CV, fait des calculs de score en fonction de matrices mathématiques, c'est très important, parce que c'est pas une distribution de probabilité de tokens. Si vous voyez de quoi je veux parler, je vous renvoie à d'autres vidéos pour comprendre comment fonctionnent les IA. Et maintenant, on a le score récapitulatif, et le classement des CV en fonction des critères qu'on a donnés par rapport au poste qu'on recherche. Donc on reclique sur le planning de fonctionnement et cette fois-ci toutes les tâches ont été exécutées, on n'a pas d'erreur dans le mode de fonctionnement et on peut récolter les résultats de l'IA sur le classement avec le calcul des scores. Félicitations, vous venez de mettre en place votre premier codex en mode bureautique dans lequel vous avez automatisé votre première tâche de bureau. Voici vers quoi aujourd'hui va l'intelligence artificielle. Tous les systèmes agentiques sont basés sur ce mode de fonctionnement. C'est ce que vous apprenez dans la formation Le meilleur de l'IA. Devenez certifié en 15 jours avec le prompt engineering et les diplômes Google, de coder des applications, de travailler au bureau, de générer de la vidéo, de générer de l'image, dans la productivité, et tout ça avec les mises à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tuto vous a été utile. Je suis allé moins vite pour vous laisser le temps de prendre des notes, de la regarder. N'hésitez pas à la partager, à liker. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine.